Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Équilibre tes relations. Et aujourd'hui, je reçois Jessica Savard. Allô? Allô? Intervenante en prévention, sensibilisation et visibilité à la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, la Chambrée. Exactement. Wow! Qu'est-ce que ça fait une intervenante en prévention, sensibilisation et visibilité? Le gros objectif de ce poste-là, c'est de sensibiliser, en fait, là, la population à la problématique de la violence conjugale, de faire rayonner aussi la Chambrée et ses services. Fait, Absolument. on essaie d'avoir une grande visibilité parce qu'il y a des gens, des fois, qui pourraient avoir besoin de services, qui ne connaissent pas les services. Fait qu'en les faisant connaître, là, on rejoint des gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Absolument. La Chambrée, c'est pour les femmes. Oui. Et la Chambrée fait partie du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Exactement. Ça veut donc dire que des chambrées, il y en a une, mais il y a plein d'autres maisons d'hébergement en fait à travers le Québec. Combien il y en a à peu près à travers le Québec, sais-tu? J'ai pas les chiffres exacts en tête, là, mais je pense qu'il y en a au-dessus d'une centaine. Absolument. OK. Dans le regroupement. Puis il y a aussi là, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qui compte aussi là, plusieurs maisons d'hébergement. Absolument, absolument. Et si on prend ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en a combien? Parce qu'une des questions que j'ai, c'est est-ce que les femmes en région sont desservies de la même façon que si on est en grand centre? Est-ce qu'ils ont autant accès à des maisons, à des services? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a, si je me trompe pas, 3 maisons du regroupement. Okay. Puis il y a aussi là, 2 ou 3 maisons de la Fédération. OK. Fait que, on en a à peu près une par ville. Jonquière, Chicoutimi-Labbé. OK. Là, tu fais comme la distinction entre le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, puis tu fais aussi référence avec la Fédération des maisons. C'est quoi la différence, Jessica, entre ces deux... Si je me trompe pas, là, la principale différence, c'est que les maisons du regroupement accueillent des femmes victimes de violences conjugales, tandis que les maisons de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes peuvent accueillir des femmes qui vivent multiples problématiques. OK, je comprends. Pas seulement la violence conjugale. C'est ça. Elles peuvent aussi en recevoir, parce que si par exemple ils reçoivent de l'itinérance, de la toxicomanie, on sait très bien que ça peut tout à fait être lié à une problématique de violence conjugale. Exactement. OK, je comprends. Et justement, ce serait quoi, en fait, les principaux services que vous avez? Est-ce que c'est uniquement de l'interne ou c'est aussi externe? Comment ça se passe? À la Chambrée, je dirais là, qu'on a comme 3 volets de services, si on veut. On a l'hébergement, que je pourrais appeler aussi le 24/7. Parce que oui, on reçoit des femmes en hébergement, mais on fait aussi de l'intervention téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK. Fait qu'il y a toujours une intervenante en place dans la maison. Ensuite, il y a l'externe femme. Fait que pour vraiment là, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui ne veulent pas venir en hébergement, ils peuvent vivre de la violence ou en avoir vécu par le passé aussi, puis vouloir faire un suivi avec une intervenante là, pour travailler un peu les conséquences de la violence qu'elles ont vécue. Je comprends. Puis il y a aussi le volet jeunesse. Fait que ça, c'est pour les mères, dans leur rôle de mère, aussi pour les enfants qui ont été exposés là, parce que leur mère a été victime. Puis également pour les adolescents qui vivent de la violence dans leur relation amoureuse. Puis justement, est-ce que, ça je trouve ça vraiment génial, ça veut dire que vous allez dans les écoles, dans le fond, vous allez sensibiliser pour avoir des relations amoureuses qui vont être égalitaires, sécuritaires? Oui, actuellement, les intervenantes jeunesse vont dans les classes de secondaire 2 et secondaire 4. OK. Nous, ici à Jonquière, en fait. Là. Ouais. Puis ils vont aussi rencontrer des jeunes, parfois, là, dans les écoles, des jeunes qui sont victimes. Fait qu'ils peuvent les rencontrer directement à l'école. OK. Mais qui aurait une situation familiale où est-ce qu'il y avait de la violence conjugale ou bien ça peut être simplement, dans le fond, une adolescente qui vous contacte parce qu'elle a vécu de la violence dans sa relation amoureuse, mais que dans sa famille, il n'y a pas ça. Les deux. OK. Oui, les deux sont possibles. Ah, c'est bon. OK, ça, c'est super. Et est-ce que c'est un peu comme ça aussi, en fait, à travers le Québec? Vous avez une vocation, justement, pour le côté jeunesse, favoriser les relations égalitaires? Je crois que c'est un service qui est offert par la plupart des maisons.
À ma connaissance, en tout cas. Là. C'est ça, chacun Oui. sa distinction, là, par exemple, probablement, mais vous avez quand même ce volet-là. Puis est-ce qu'il y a quelque chose aussi au niveau des professionnels? Tu sais, si, mettons, moi, je reçois un client dans mon bureau et tout ça, puis que j'ai des inquiétudes, est-ce que vous pouvez m'aider ou comment ça fonctionne, ce côté-là? Absolument. Ben, c'est sûr qu'il y a la ligne 24/7 qui fait bien pour ça, dans le sens oui, où ok. il y a une intervenante qui est là Ouais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK. Mais on peut aussi donner des activités de prévention puis de sensibilisation à des partenaires. OK. Puis quand je dis partenaires du milieu, là, donc d'autres intervenants, Oui, d'autres professionnels. Fait qu'on peut donner un peu des mini-formations sur la violence conjugale. Je On a comprends. aussi le programme Milieu de travail allié contre la violence conjugale, qui est très récent. Ça, c'est l'intervenante prévention, sensibilisation et visibilité qui forme des employeurs à reconnaître la violence conjugale, comment accompagner une employée là, qui serait victime Tellement. de violence conjugale, puis comment la protéger. Tu dis que c'est récent. Depuis combien de temps ça s'est mis en place? C'est très, très récent. Là. Je crois que ça a commencé en 2022. Dans le fond, en Tellement 2021, nécessaire. ils ont changé la loi sur la santé Oui. et la sécurité au travail. Absolument. Ils ont ajouté une obligation pour les employeurs à protéger les Absolument. victimes. Absolument. Fait que Et c'est de à la temps. suite de ça que le regroupement a élaboré, si on veut, là, ce programme-là. Absolument, absolument. Mais c'est une très bonne nouvelle. Ça veut donc dire que si quelqu'un nous écoute aujourd'hui puis que vous avez une situation dans votre milieu de travail, ben il pourrait en fait soit vous aller comme vous rencontrer, vous consulter pour voir ou de demander peut-être en fait à leur employeur d'être dirigé vers la personne qui serait peut-être comme responsable puis qui pourrait venir les aider. Oui, exactement. Puis s'il y a des employeurs qui veulent se former puis Absolument. en connaître plus, ben, ils peuvent contacter soit moi, en fait, à Absolument. la chambrée, ou le regroupement, parce que le regroupement a des agents de OK. sensibilisation pour ce Absolument. programme-là partout. Absolument. Puis ils peuvent en faire aussi là, par visioconférence, OK, directement du regroupement. Super, OK. Puis là, on parle de violence conjugale. C'est quoi de la violence conjugale? Cette question-là va avoir l'air peut-être simpliste, mais pas tout à fait, parce qu'on dirait que des fois, ça devient comme une espèce de fourre-tout, ou est-ce qu'il y a comme différentes personnes qui le voient c'est comme une chose, alors que la violence conjugale, c'est beaucoup de choses, puis c'est différentes formes. Qu'est-ce que c'est, Jessica, la violence conjugale? Ben, la violence conjugale, là, selon la définition du gouvernement, c'est vraiment une série d'actes répétés qui se produisent dans une relation intime. Actuellement, on parle de plus en plus de violence entre les partenaires intimes, violence conjugale. Les termes tendent à changer un peu pour inclure le plus de personnes possible, en fait, là, parce qu'une personne pourrait être victime de violence conjugale, par exemple, là, d'un ex-partenaire, la violence post-séparation, c'est très présent aussi. Absolument. Fait que les termes commencent à changer un peu, mais violence conjugale, c'est encore quand même très actuel. Oui, parce que partenaire intime aussi, ça veut dire que c'est conjugal, ça veut, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours vécu non plus avec cette personne-là non plus, fait que ça peut effectivement être dans différentes configurations, là. Exactement. Puis les impacts sont tout autant là, même si les deux partenaires vivent pas ensemble. Ça peut être toutes sortes de relations finalement intimes, là. Et est-ce que la violence conjugale, est-ce qu'on considère que c'est uniquement quand il y a des coups, quand il y a des marques? Non. C'est la forme dont on parle le plus parce que c'est la plus concrète, si on veut. La plus visible. C'est visible, c'est ça. Quoique la plus rare, hein, n'est-ce pas? C'est celle, en fait, qui est comme la moins, ben, elle est plus dans l'iceberg, mettons, de toutes les formes de violence. C'est pas celle-là qui arrive en premier puis qui est la plus documentée, là. Il y en a... Non, ben, tu sais, la violence, ça s'installe de façon assez insidieuse. Fait que souvent, ça va commencer par d'autres formes de violence, pas nécessairement par de la violence physique, parce que tranquillement, la personne ayant des comportements violents va installer des comportements pour avoir du contrôle sur sa victime. Fait que ça va commencer par du contrôle coercitif, peut-être, de la violence psychologique, verbale. Puis plus on avance dans la relation, plus ces événements de violence-là vont être fréquents, puis plus il va avoir de formes de violence qui vont s'ajouter. Comme quoi, par exemple, quand on parle de formes de violence, c'est quoi les formes de violence qu'on pourrait retrouver?
Ben, il y a de la violence verbale, psychologique, physique, sexuelle et économique. Puis on a le contrôle coercitif aussi là, qui peut se retrouver dans un peu tout ça. On parle comme- beaucoup, par exemple, des technologies. Est-ce que c'en est une forme de violence, ça, justement, là, les violences technologiques? Ben, on voit beaucoup de violence, ben, de contrôle par les technologies. Je comprends. Tu sais, suivre la personne sur un GPS par le téléphone, lire les messages, contrôler à qui tu peux parler, à qui tu peux pas parler. Ouais. Fait que tout ça, c'est parfois normalisé. On le voit là, des fois quand on fait des activités avec les adolescents. C'est Ouais. très normalisé chez les ados de Vraiment. l'application Snapchat. Là, on suit sur la carte où la personne allait, puis tu m'avais dit que tu allais être à telle place, mais t'es pas là. Fait que ça, c'est des formes de contrôle là, qu'on voit beaucoup puis qui sont banalisées un peu. Oui, tout à fait. Si, par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit comme, attends un petit peu là, je me questionne là, moi, si peut-être que, est-ce qu'il y en a des comportements dans ma relation, où est-ce que tu les dirigerais, Jessica? Ben, aux maisons d'hébergement, aux intervenants, peut-être à SOS Violence conjugale aussi, tout dépendant à quel endroit ils se trouvent, là, s'ils sont pas certains, tu sais, s'ils sont à Jonquière, ils peuvent nous appeler la chambrée, Bien sûr. mais s'ils sont pas certains vers qui se tourner, SOS peut les référer Tout à fait. vers une ressource d'aide de son milieu, puis ils peuvent avoir plus d'informations aussi sur les services qui vont s'offrir à eux s'ils se rendent compte, ben oui, c'est ça que je vis, puis je veux de l'aide. Fait que là, Absolument, après absolument. ça, le contact est fait. Il existe dans le fond, c'est ça, avec le SOS violence conjugale, des beaux guides, là, où est-ce que c'est tout interactif, puis tu peux rentrer, tu sais, puis vous devez savoir, en fait, aussi qu'il y a des façons de sortir rapidement aussi, tu sais, parce que des fois, une personne qui vit une situation, elle va dire, mais non, mais je peux pas faire de recherche, il me traque, il me suit, puis là, je dis « i » parce que j'ai envie de m'en aller avec une prochaine question. Est-ce que la violence conjugale, c'est exclusivement chez les femmes? Ou est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que c'est un groupe d'âge? Elle est où, la violence conjugale? Ça, c'est un sujet chaud. En fait, non, il n'y a pas juste les femmes qui sont victimes. Absolument. Il y a des hommes qui peuvent être victimes. Tout à fait. Des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre Absolument. aussi peuvent être victimes. Il n'y a personne qui est à l'abri non plus de vivre de la violence conjugale. Il y a parfois des gens qui ont la pensée magique de ben, j'ai fait des grosses études, j'ai un bon emploi, ça peut pas m'arriver, mais personne n'est à l'abri parce que à fait. ça part de l'agresseur finalement, pas de la victime. Ensuite, si ça n'a pas d'âge, une personne âgée peut vivre de la violence comme une adolescente. Tu sais, Ouais. J'en ai parlé tantôt, on a des services jeunesse. Tout à fait. Des fois, on reçoit des femmes qui sont en relation depuis 40 ans, qui sont très âgées, puis qui se rendent compte qu'ils ont vécu de la violence toute leur vie. Ouais. Et qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Il n'y a pas de statut social Non, pour vivre de la violence. c'est C'est ça. un grand mythe, effectivement. On peut être de toute profession confondue, de tout genre. Par contre, les statistiques, oui, vont nous montrer qu'il y a plus de femmes qui sont victimes de violence conjugale que d'hommes. On parle Absolument. de 3 femmes sur 4 dans leur vie, hein, dans le fond, qui vont en vivre, alors que c'est un homme sur 3 dans sa vie qui va en vivre. Oui. Donc, il y a quand même une proportion qui est là. Oui. Mais c'est dans toute strate quand même. Exactement. Mais ça reste une problématique qui est très genrée. Absolument. En ce sens que les femmes sont principalement victimes, Absolument. puis les agresseurs sont principalement des hommes là, au niveau des statistiques. Absolument. Fait que c'est pour ça que dans notre discours aujourd'hui, tu sais, ça se peut que je prenne des exemples qui soient plus de cet ordre-là. Toutefois, effectivement, c'est dans tout. Ça peut être de tout genre. Ceci étant dit, tu as parlé tantôt du contrôle coercitif. C'est quoi la différence avec une chicane de couple? Ou est-ce que dans le fond, une chicane de couple, ça peut arriver là, qu'on se parle fort puis qu'on dise des choses qu'on regrette, tu sais, puis c'est quoi la différence? Comment je fais pour distinguer? Ben, il y a en fait là, 4 repères qui nous permettent de distinguer si c'est une chicane de couple que je vis ou c'est de la violence. OK, c'est bon. Ça. Fait que dans une chicane de couple, tu sais, on peut être en désaccord, Ouais. mais le focus de l'interaction, ça demeure le point de désaccord. Fait que si toi puis moi, on se chicane sur t'as pas fait la vaisselle, mais on Ouais. va rester sur t'as pas fait la vaisselle, j'aurais aimé ça que tu la fasses, puis ça reste le point de discussion. OK. Tandis que dans de la violence, ça peut devenir n'importe quoi d'autre. Fait que Mettons, On je suis incompétente parce que j'ai pas fait la Exact. vaisselle, puis que je suis une personne qui est moins parce que j'ai pas fait la vaisselle. Fait que tu commences à m'attaquer sur ma personne, mettons. exact. Ça devient un prétexte
pour attaquer l'autre puis pour prendre le pouvoir sur l'autre. Fait que dans la violence conjugale, contrairement à la chicane de couple, il y a une relation de pouvoir. OK. Fait qu'il y a il y a une personne qui prend des stratégies pour avoir du contrôle puis du pouvoir sur l'autre. Fait que ça peut être en interrompant la personne, en la laissant pas parler. Ça peut être boudé, des fois. Puis il y a une différence entre prendre une distance parce qu'on est en colère, puis bouder pour contrôler l'autre personne. C'est dans l'intention aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a une intention aussi de prendre le contrôle sur l'autre, tandis que dans une chicane, ben, il n'y a pas d'intention de contrôler l'autre, c'est juste, on n'est pas d'accord, puis c'est à cause de ça, finalement. Donc là, fait que là, dans les 4 indicateurs, donc on reste sur le même sujet. Ouais. Est-ce que dans le fond, le rapport de pouvoir, dans le fond, il n'y a pas de stratégie dans le but d'avoir un rapport de pouvoir, ça serait ton deuxième critère? OK. Le troisième, c'est l'intention. OK. Fait que c'est intentionnel, la violence. L'agresseur a un gain à aller chercher en ayant des comportements violents. OK. Fait que c'est un peu ça la source, finalement, du comportement. C'est j'ai quelque chose à aller chercher, je veux du pouvoir sur l'autre, je veux contrôler l'autre, je veux qu'elle fasse ce que je veux. Donc, j'utilise ces stratégies-là. Dans le fond, dans ce temps-là, c'est ça, là, un peu. Là. Oui, bien, aussi, la justification fait partie des le fameux, indicateurs. regarde, moi j'arrive à travailler, là, c'est normal là, que moi je puisse pas faire ça, puis que là, regarde, t'aurais dû penser à ça, tu sais, comme si que son besoin est beaucoup plus important dans le fond que le besoin de l'autre, puis que les comportements qu'il va avoir sont justifiés par justement sa réalité, comme si que ça te donnait une excuse là, finalement. Exactement. Alors que ce n'est pas parce que tu as une grosse journée que ça te donne le droit de rabaisser ta conjointe ou ton conjoint. Là. Ben non. Puis la justification, souvent, va être en dehors de la personne. T'sais, tandis que quand on s'excuse, ben on va dire, c'est ça la différence, dans une chicane de couple, ben tu peux t'excuser après. Ben, je me rends compte que j'ai pas été correcte, comme tu disais tantôt. Si excuse-moi, je on voulais dit pas des dire choses ça, qu'on voulait pas dire. Là, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là, je me suis mal exprimée, mettons. Exact. Ben là, ça y appartient. Fait que je m'excuse, j'ai fait ça, ça a dépassé ma pensée, j'aurais pas dû faire ça. Tandis que dans une justification, c'est en dehors de la personne. C'est pas des vraies excuses, en fait. Non, c'est pas des excuses qui sont sincères ou qui sont teintées, justement, de je reconnais ce que moi j'ai pu induire chez toi. Est-ce que tu me dis ça me fait de la peine? Mais non, mais c'est à cause que j'étais fatiguée. Ouais, mais là, je me sens pas validée, là. Mais non. C'est comme, non, je m'excuse. Que c'était pas mon intention de te blesser en te disant ça. Là, on est dans quelque chose qui pourrait ressembler plus à une chicane de couple avec une réparation, là, finalement. Exactement. Okay. Puis dans la justification, souvent, ça va servir à remettre en question la personne victime. Qui va se remettre en doute, en fait. Elle va dire comme moi, c'est vrai, dans le fond, il y a peut-être comme, tu sais, c'est avec une grosse journée, moi, j'étais à la maison, puis là, mettons, tu sais, comme, puis là, je me mets à douter de moi, finalement, à douter, puis c'est ça, en fait, qui va amener ce rapport-là, en fait, qui va être de moins en moins égalitaire. Oui, exactement. Puis ça amène aussi, parce qu'on n'a pas parlé encore du cycle de la violence, mais dans une chicane de couple, il n'y a pas de cycle. OK. Dans de la violence, on voit le cycle de la violence conjugale. OK. Fait que ça commence par des moments de tension. Fait que ces justifications-là amènent à ces moments-là de tension. Ben l'autre fois, j'ai dit telle affaire, il a réagi comme ça, fait que là, il faut que je marche sur des œufs. Ah, ouais, OK. Pour pas le provoquer, si on veut. Okay. Ensuite, il y a vraiment le moment de l'agression en tant que telle, qui peut prendre là, toutes les formes de violence. Fait que ça peut être une agression verbale, physique, sexuelle. Fait que, ensuite, il y a la justification, qui vient un peu... tu sais, ça vient un peu garder la personne dans cette situation-là. Bien sûr. Parce que la personne, ben souvent, les personnes qui sont dans... Les victimes, ils ont beaucoup de volonté que la relation se passe bien, Fait qu'à ce moment-là, quand ils apportent la justification, ben ça arrive souvent qu'ils achètent un peu cette justification-là. Oui, puis en même temps, ça se peut aussi dans une relation, même dans une chicane de couple, que, écoute, excuse-moi, tu sais, B, j'ai vraiment eu une grosse journée à job, je savais pas de bon sens, tu sais, puis mais je vais avoir quand même cette portion où est-ce que je vais être capable de me responsabiliser, par exemple. T'sais. Fait que c'est comme ta justification, je peux la comprendre. Mais vu qu'on s'est. Vu qu'on se reconnaît mutuellement, qu'il n'y en a pas un des deux qui a plus de valeur que l'autre, ben c'est là où est-ce qu'il y a réparation, alors que dans la relation non égalitaire, ben c'est là où est-ce qu'on est tout le temps
dans cet écart-là. Mais une fois qu'il a eu la justification, on parle dans le cycle des fois de la lune de miel. Ça existe encore ce mot-là? Parce que moi, on dirait que j'ai toujours eu un petit... Il me dérange. Il y a oui, on appelle ça la lune de miel. On appelle ça parfois aussi rémission, la phase de rémission. OK. Fait que c'est une phase où l'agresseur va faire des belles promesses. Ah, je vais changer, je vais aller chercher de l'aide. Ouais, Il peut même y avoir des menaces de suicide à cette étape-là. Si tu quittes la relation, je vais me suicider. Fait que ça, c'est des choses qui maintiennent la personne dans la relation parce que mais là, des fois, elle a de l'espoir. On serait dans la justification dans ce temps-là. C'est la rémission, c'est pas quand tout est beau. C'est plus que l'agresseur va donner de l'espoir à la victime. OK. Fait il faut faire des belles promesses. C'est ça, il va y avoir un moment où est-ce qu'il peut avoir, mettons, des cadeaux, qu'il peut avoir, mettons, justement, comme plus d'attention, peut-être des choses comme ça, en fait, qui, là, va faire que la personne va peut-être se dire comment, ben il a peut-être finalement changé, fait que, ça va jusqu'à ce que l'on recommence. Exactement. Mais dis-moi, Jessica, en fait, qu'est-ce qui amène une femme à se rendre, justement, en hébergement? Ça peut être différentes choses. Ça demande beaucoup de force. Oh oui, ça prend beaucoup de courage. Des fois, il y en a qui arrivent avec les policiers, par exemple, parce qu'il y a eu un gros épisode de violence physique. Peut-être qu'elle a craint pour sa sécurité, qu'elle a appelé les policiers, puis que les policiers l'amènent en maison d'hébergement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Mais c'est toujours avec son consentement. Oui, tout à fait. Par contre, là, celles qu'on voit qui arrivent en hébergement, pas dans un moment de crise comme ça, souvent, ils ont pris plus le temps d'y réfléchir, de mûrir la décision. Ils ont préparé leur départ. Tout à fait. Puis c'est très important qu'ils préparent bien leur départ parce qu'ils se retrouvent à risque là, quand vient le moment de quitter. Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, nous aussi, là, avec la ligne 24/7. Une femme qui pense s'en aller, qu'est-ce que tu elle devrais peut nous préparer? Téléphoner. Puis on peut regarder ça avec elle. Absolument. OK, c'est quoi qu'on peut mettre en place pour ta sécurité pour que tu quittes sans te mettre en danger? Fait que qu'est-ce que tu prépares? Comment tu vas faire ça? À quel moment, lui, il va être où? Absolument. Ça veut donc dire, dans le fond, que je suis pas obligée d'être en crise pour me rendre en maison d'hébergement. Non. Puis est-ce que ça veut dire, dans le fond, non plus que je suis pas obligée d'avoir vécu de la violence physique pour pouvoir me rendre? Parce que des fois, il y a des femmes qui vont avoir cette impression-là. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Puis c'est quelque chose qu'on entend quand même souvent des femmes qu'on a en hébergement. C'est grave. Oui, exact. Mais je demande guillemets, là, tu sais, parce que... Je prends la place d'une femme qui aurait plus besoin. Mais ça, c'est tellement un mythe. Toutes les femmes ont besoin d'hébergement, peu importe le type de violence qu'ils ont vécu. Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Puis s'ils sentent qu'ils en ont besoin, on va les accueillir, puis ils vont pouvoir avoir de l'aide. Parfois, il y a des gens qui vont avoir aussi cette impression, en fait, en hébergement, que ben là, est-ce que j'amène mes enfants? Est-ce que je les amène pas? Parce que dans le fond, tu sais, souvent, en fait, justement, une maman qui est victime de violence conjugale, son objectif, c'est pas que les enfants soient plus avec le père, tu sais. Fait que dans ce temps-là, des fois, ils vont être très mélangés. Je veux pas retirer les accès au père, c'est pas ça que je souhaite. Comment vous les accompagnez là-dedans, en fait, pour arriver à ce qu'elles prennent une décision? Ça, quand ils sont en hébergement, c'est beaucoup le rôle de l'intervenante jeunesse qui peut les outiller là-dedans, les accompagner là-dedans. Ils peuvent, premièrement, venir en hébergement avec leurs enfants. Je sais qu'il y a certains endroits où ils peuvent pas, mais nous, les enfants sont acceptés. Puis je pense que c'est le cas de pas mal toutes les maisons du regroupement. On regarde aussi c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi leurs besoins. Il y en a là, des fois qui laissent les enfants avec le père pendant qu'elles viennent en hébergement. Puis c'est vraiment à la femme de décider. Est-ce que vous leur rappelez, en fait, peut-être pour les sécuriser, justement, que les pères ont des droits? Puis qu'une fois que la femme est en sécurité, puis que l'enfant est en sécurité aussi, après, on peut travailler à regarder qu'est-ce qui va être fait. Mais que là, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'on soit sécurisé. Que tout le monde soit sécurisé, puis que les enfants qui sont peut-être pas victimes directement de la violence, ils le sont de façon indirecte. Puis ça, ben, c'est pas plus acceptable pour eux que pour leurs enfants, là, finalement. Oui, on les accompagne là-dedans. On les accompagne dans les démarches légales aussi. Des fois, qui viennent avec le fait de venir en hébergement avec leurs enfants. Parfois, là, ça peut arriver qu'ils doivent demander une garde
provisoire, je crois, là. Absolument. Pour être, pour avoir la garde temporairement le complète temps qu'on des puisse enfants. faire C'est ça. un peu plus le portrait. Jessica, le temps va tellement vite. Mon Dieu, je voudrais être avec toi pendant des heures parce que c'est tellement important, mais ce serait quoi, mettons, le conseil, mettons comme ton top 1 là, de comme conseil à une femme, une personne qui vit une situation de violence conjugale? C'est quoi ton premier conseil que tu lui donnerais? Mon Dieu, c'est une bonne question parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais envie de leur dire. Puis je pense que le principal, ce serait d'écouter son senti. Tu sais, quand elle sent que on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas, je pense que j'ai peut-être besoin d'aide, ben de l'écouter ce senti-là parce que souvent, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de pas sain dans ta relation, mais fort probablement que c'est le cas. Oh, tellement. C'est un beau conseil, je trouve, en fait. Fait que dans ce sens-là, ça veut dire de ne pas oser, de ne pas retarder, puis de pouvoir aller vers une ressource, malgré que c'est tellement, je suis très consciente, tu sais, que c'est tellement difficile de sortir de ce genre de relation-là parce que c'est pas dans tous les cas non plus où est-ce que la violence s'arrête après la séparation. Hein. On sait avec les études que des fois, c'est même une augmentation, en fait, après, ou même une installation, parce qu'il y a certaines relations où est-ce qu'il n'y a pas eu de violence pendant la relation, mais qu'après la séparation, considérant que c'est une grosse crise, il peut aussi développer des comportements par la suite. Tout à fait. Puis la rupture, c'est même le moment où il y a plus de risques de féminicide. Fait que ça, c'est important à prendre en considération. C'est pour ça qu'on accompagne les femmes dans le moment de quitter la relation. Puis j'aurais envie d'ajouter aussi qu'ils peuvent venir chercher des services, même s'ils veulent rester dans la relation. Fait qu'une femme qui voit qu'il y a de la violence, puis qui ne sait pas trop quoi faire avec ça, mais qui n'est pas prête à quitter la relation, ben on peut l'accompagner dans comment elle vit sa relation, même s'il y a de la violence. Puis on entend ça des fois, les intervenantes en violence conjugale, ils leur montent la tête pour qu'ils quittent. Mais tu sais, nous, on part avec comme où double c'est ça. Mais oui, l'objectif, c'est que la femme puisse prendre ses décisions à elle, en fait. Si je te force à faire quelque chose, je suis en train de reproduire exactement ce que tu as vécu dans ta propre relation. Jessica, je trouve tellement que c'est une belle conclusion d'entendre que tu n'as pas besoin d'être séparée. Tu n'as pas besoin de vouloir te séparer. Tu n'as pas besoin d'avoir des enfants. Tu n'as pas besoin... tu peux en avoir aussi. Mais que si tu ressens que tu as comme tu dis, un senti où est-ce que ça va pas, la chambrée sont là, les maisons d'hébergement sont là. Merci énormément d'avoir été avec moi, Jessica, pour cette belle discussion extrêmement nécessaire. Mais ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçue. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.